problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Annonce hier de l'expansion du port de Montréal dans la municipalité de Contrecœur, là, en s'en allant vers Sorel, sur la rive sud. Est-ce que ce sont 130 millions bien investis? Difficile à dire si c'est bien investi, mais je pense quand même, Mario, que c'est un investissement qui est nécessaire. Là. Comme tu le sais, c'est un projet qui date d'il y a plus de 10 ans, là, l'extension du port sur la rive sud à Contrecœur. Clairement, là, avec le temps qui avance, les délais qui se démultiplient, le projet a pris, disons, de l'envergure en termes de coûts. Là. On est rendu à 1,6 milliard de dollars là, pour la construction de ce terminal-là. Et donc, Québec, là, comme on l'a annoncé hier, va allonger un autre 130 millions de dollars. Ceci dit, le port de Montréal a connu une petite baisse là, d'achalandage ces 2 dernières années, en grande partie en raison là, des conflits de travail répétés. Mais il n'y a pas de raison de croire qu'à terme, le port ne soit pas une véritable porte d'entrée là, sur l'Amérique du Nord. Donc, il y a un beau potentiel pour Montréal. Et ce serait dommage de voir notre capacité là, de traiter ces marchandises-là conteneurisées limitée en raison là, de la petitesse des infrastructures actuelles. Donc, sur une période de très long terme... Dans l'est de Montréal, il n'y a plus de terrain. Là. Dans l'est de Montréal, il n'y a plus d'élasticité. Là. Non, c'est certain qu'on est limité de ce côté-là. Donc, l'idée du terminal de Contrecœur, comme je l'ai dit, ça fait une décennie là, qu'on en parle, qu'il y a des plans qui sont faits. On a fait la majorité des études. Là, je pense que le fédéral doit encore donner un dernier feu vert environnemental. Mais je pense que ça va se faire. Ça doit se faire, comme je le dis, Mario. Puis malgré la baisse là, momentanée là, des volumes qu'on a vécu depuis 2 ans, la tendance est vraiment à la hausse là, dans l'achalandage de ce port-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis je me réjouis là, de savoir qu'on franchit une étape additionnelle. Maintenant, faudrait pas attendre 10 ans encore. Comme tu le sais, Mario, avec le temps qui passe, les coûts augmentent à chaque fois. Donc là, à un moment donné, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Ouais. Fait que faudrait le faire là, maintenant, le terminal de Contrecœur. Est-ce que Google abuse de sa position de dominance? Ben, Google dit que non. Tu seras pas surpris de l'apprendre. Mais donc, ils ont donc plaidé non coupable, on pourrait dire, dans une certaine mesure. C'est le Bureau de la concurrence là, qui a intenté une poursuite là, devant le tribunal de la concurrence, qui est un organisme canadien, là, en alléguant justement que Google, qui contrôle la quasi-totalité là, des différentes composantes de la chaîne de valeur dans la publicité, utilise cette position de quasi-monopole là, pour exiger des tarifs additionnels, pour vraiment faire preuve là, d'une posture et d'une attitude non concurrentielle. Donc, je sais pas si tu es familier avec ça, là, Mario, mais pour les auditeurs qui connaissent peut-être un petit peu mieux la publicité numérique, là, on parle de DoubleClick, de Google Ads, de ADX, de display vidéo. Donc, c'est vraiment toutes des composantes là, quand vous voulez acheter de la publicité sur Internet. C'est contrôlé essentiellement par Google. Et donc, le tribunal aimerait ça que Google se départisse de ces activités-là. Là, c'est pas très clair. Est-ce que c'est pour le volet canadien ou est-ce qu'ils veulent carrément que la société... Là, mais ces questions-là se posent mondialement. C'est-à-dire le Bureau de la concurrence du Canada joue son rôle ou fait quelque chose à l'échelle canadienne, mais aux États-Unis, le ministère de la Justice, peut-être que sous Trump, ça va tomber, mais voulait carrément séparer Google en 2 morceaux, là. Exactement. Et on se rappellera là, qu'il y avait cette commissaire au commerce, là, Lina Khan, là, qui avait carrément, je pense, de mémoire, fait sa thèse de doctorat ou de maîtrise sur les monopoleurs à la Google, qui a été donc la commissaire là, de cette commission là, du commerce américain. Elle a été démise là, depuis l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Donc, malheureusement, comme tu dis, c'est une tendance lourde à l'échelle mondiale, mais les États-Unis, qui sont les hôtes des sièges sociaux de ces grandes sociétés-là ne sont pas, pour l'instant, là, sous le régime Trump, favorables à de telles mesures. Puis ça explique aussi peut-être, on prend la voie de service, Mario, mais ça explique peut-être aussi pourquoi, justement, tous les grands patrons de ces sociétés américaines technologiques là, font toutes sortes de courbettes là, à l'administration Trump depuis quelques semaines. Ils sont bien contents de la tournure des événements, licenciement de Mme Khan, abandon des poursuites antimonopolistiques. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'évidemment, le public américain ne gagne pas là, dans tout ça, mais bon, on n'est pas à une contradiction près, évidemment, dans le dossier américain actuel. Et finalement, tu as analysé les propositions de Mme Freeland pour le logement?
Analyser, c'est beaucoup dire, Mario. C'est les mêmes propositions qu'elle nous fait depuis des années. Puis je croyais comprendre que Mme Freeland cherchait à se dissocier là, de l'héritage de son rôle comme vice-première ministre et ministre des Finances là, sous le règne Trudeau. Ben clairement, elle n'a pas appris la leçon. Donc hier, là, celle que j'appelle Freeland, la pyromane, là, il est allé d'une nouvelle salve là, de propositions, si elle est élue, là, ce qui semble de moins en moins probable, pour continuer à alimenter, évidemment, la demande sur le marché du logement en abaissant les barrières, en ajoutant des crédits fédéraux, là, comme le CELIAP, là, qu'on pourrait doter plus rapidement à hauteur d'un montant supérieur. Là, on passerait de 40 à 50 000 $. Tout ça, évidemment, encore une fois, qui stimulera systématiquement la demande. Toi, ta crainte, c'est ça, c'est que sous prétexte de vouloir aider les ménages, on fait grimper les prix. Là, on crée de l'inflation sur le prix des logements encore. C'est toujours la même rengaine, Mario, depuis des années. Tous les gouvernements qui s'impliquent dans le dossier du logement font une de deux choses. Ils stimulent la demande d'un côté, puis ils empêchent l'offre avec la réglementation de l'autre. Les villes rendent ça à l'envers. Les villes rendent ça compliqué de construire, coûteux de construire, difficile de construire, puis les gouvernements aident les gens à avoir accès, fait que les prix grimpent. Ben, les villes et les gouvernements supérieurs, parce qu'évidemment, dans toutes sortes de catégories de logements, dont le social et l'abordable, la contribution du fédéral et du provincial est nécessaire, mais ils font toujours ça avec des programmes excessivement compliqués, qui sont longs, qui ne se finissent par jamais se mettre en place. Donc, ils limitent l'offre là, de manière systématique. Et là, Mme Freeland, ce qu'elle nous dit hier, c'est que quand on voit un beau feu, on fait quoi? On met un petit peu de diesel pour essayer de l'éteindre. Donc, forcément, pas son plus grand fan à ce stade-ci de la course à la chefferie du Parti libéral. Merci Francis, bonne journée. À demain.